La fille qui mange en plein direct. Eh bien, bonjour aux personnes qui sont là. Bonjour à tous. Je vais un petit peu attendre que les gens viennent. Et je me mets à l'aise. Alors aujourd'hui, je voulais faire... Alors attendez, je vais un petit peu baisser la luminosité. Tac. Je vais attendre encore un petit peu, je pense. N'hésitez pas, pour les personnes qui sont là, de me dire si vous m'entendez bien. Et si vous m'entendez bien, si vous allez bien et d'où vous venez aussi. Parce que souvent dans les lives, les gens ne parlent pas, donc n'hésitez vraiment pas à communiquer. Salut Jérémy, j'espère que ça va. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Et je vais commencer petit à petit. Alors je voulais que ce soit un live questions-réponses parce que pour être en interaction directe avec vous. Et j'ai récolté pas mal de questions qu'on m'a posées, dont certaines sont revenues quand même assez souvent. Mais si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à me les poser, ce sera avec plaisir, parce que les lives, c'est quand même fait pour être en interaction. C'est quand même l'important. Et ouais, c'est nickel, ok. Donc, il y a plusieurs questions qu'on m'a posées qui étaient sur, alors, pour le coup, sur pas mal de choses assez différentes. Mon parcours, beaucoup de questions sur la confiance en soi, pour le coup. Bonsoir, bonsoir. La confiance en soi est revenue beaucoup. Le passage à l'action est revenu beaucoup. Des questions aussi sur l'hypnose, finalement, qui sont des questions qu'on me pose pratiquement tout le temps. Mais du coup, c'est bien, ça pourra faire un résumé de tout ce que je dis souvent en MP à chaque personne. Et évidemment, si vous avez des questions en live, n'hésitez pas. Je regarde ici et je regarde là parce que j'ai ici et j'ai là des questions. Donc c'est pour ça. Et avant de commencer, je voulais vraiment vous dire, et c'est vraiment important pour moi de le dire, remettez vraiment tout en question de tout ce que je vais vous dire parce que sur internet, quand vous sortez chez vous, dans les pubs, etc., on vous dit beaucoup de choses, mais on a cette espèce de tendance en tant qu'être humain à prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit, et je pense que c'est absolument fondamental vraiment de se réapproprier tout ce qu'on pense, de se réapproprier notre royaume de pensée. Je pense qu'on a été beaucoup infantilisé ces dernières années, ces derniers mois, et c'est vraiment urgent de se réapproprier cette souveraineté mentale en fait qu'on a, notre royaume de pensée, et de remettre en question tout ce qu'on vous dit, parce que tout ce que je vais vous partager, c'est mon histoire, c'est mon expérience et c'est mes croyances et c'est tout ce qui fait que je suis moi aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que ça s'adaptera à vous, et c'est quand même fondamental de se le rappeler à chaque fois. En plus, dans le dev perso, pour le coup, c'est blindé de croyances, et on a cette tendance toujours à avoir ce biais d'autorité parce que cette personne nous inspire, parce que cette personne fait fi d'autorité, on la croit, et on va appliquer absolument tout ce qu'elle dit, alors que potentiellement, parmi tout ce qu'elle va dire, bonjour, parmi tout ce qu'elle va dire, il y aura des choses qui ne vous correspondront pas. Donc n'hésitez pas vraiment à remettre en question absolument tout ce qu'on vous dit, y compris tout ce que je vais vous dire. Il y aura des choses qui résonneront, il y aura des choses qui ne résonneront pas. Donc voilà, vraiment remettez en question tout le temps tout ce qu'on vous dit, c'est la base. Faites de votre, je crois que c'était Burton qui disait, faites de votre pensée un royaume, et c'est exactement ça. Voilà, on va commencer les questions. En attendant, évidemment, n'hésitez pas à en mettre des questions. Alors, je vais en piocher on va dire une ici. Quel est le déclencheur qui m'a permis de passer de mon ancienne activité à mon métier actuel ? Donc, qu'est-ce qui fait en fait que je me suis reconvertie, si je paraphrase cette question ? Alors pour ma part, je suis pas du tout initialement dans le milieu de l'accompagnement.
Initialement, moi j'étais dans le milieu du droit. Donc absolument rien à voir. Et quel est le déclencheur qui m'a permis en fait, de me reconvertir? En fait, il n'y a pas eu un déclencheur. Souvent, on peut penser que, je sais pas, il y a une rencontre, il y a un événement, il y a un déclic, un truc qui fait que... En fait, ça n'a pas du tout été le cas pour moi. De mon côté, ça a été, je pense, une succession de facteurs qui ont fait que petit à petit, je me suis dit, vas-y, franchis le pas. Et ouais, il y a eu une accumulation de choses. Donc initialement, je viens du milieu du droit des affaires et quand je suis rentrée dans la vie active, je me suis rendu compte très rapidement que je me faisais chier, hein, vraiment, pour le coup, on ne peut pas dire autrement. Je trouvais pas d'intérêt, il y avait très peu de stimulation intellectuelle, ce qui est très très compliqué pour moi parce que moi j'ai besoin de challenge et j'ai besoin justement d'apprendre. J'ai une espèce de curiosité qui est là tout le temps et j'ai besoin qu'on me challenge quand même régulièrement et j'avais absolument pas ça. Beaucoup de procédures, enfin bref, dans le milieu du droit des AF, je me faisais vraiment chier pour le coup. Pardonnez-moi mon langage, mais c'était ça. Et donc petit à petit, en fait, j'ai essayé de me tracer un autre chemin. En fait, j'ai envoyé des offres d'emploi. J'ai répondu à des offres d'emploi petit à petit dans des métiers qui étaient un peu plus en rapport avec l'humain. Donc en fait, j'ai ciblé beaucoup le recrutement, la RH, et finalement, à la première personne qui m'a répondu, j'ai dit oui. Et j'ai été prise directement et du coup j'ai été d'un coup en fait balancée dans le milieu du recrutement. Ce qui m'a beaucoup plus, je pense, challengée et vu que j'étais en rapport direct avec les salariés et que j'étais à faire passer des entretiens et vraiment en contact tout le temps direct avec l'humain, c'était beaucoup plus nourrissant en fait pour moi. Sauf que je pense que sur le fond, j'avais toujours cette note d'ennui. Il y avait des choses en entreprise qui me plaisaient pas, donc dans le recrutement, j'ai fait plusieurs boîtes. Moi, je suis allée vraiment de CDI en CDI pendant de nombreuses années, et au bout d'un moment, il y a eu une sorte d'insatisfaction grandissante qui s'est mise en place, et l'être humain est fait de telle sorte que, en fait, il bouge, il se transforme, il accepte le changement quand il voit plus de bénéfices à bouger que ce qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes, on va dire, dans une insatisfaction acceptable, ce sera beaucoup moins facile pour vous de bouger. Quand vous êtes dans des conditions où votre situation actuelle elle est souffrante ou douloureuse à un point tel que bouger c'est beaucoup plus, bénéfique pour vous, vous bougerez de toute façon. Donc on va dire que j'ai attendu que le seuil d'insatisfaction grandisse pour pouvoir bouger. C'est un peu comme dans les relations, des fois les relations de couple, on attend vraiment le bout du bout, on va au bout pour quitter le système et pour pas avoir de regrets. Moi c'était exactement pareil, il y a eu cette insatisfaction, cet ennui, cette frustration grandissante qui a fait qu'au bout d'un moment je me suis dit mais tu peux pas continuer comme ça, bouge tes fesses et va voir ailleurs et fais enfin quelque chose que tu aimes. Donc ça a été ça, cette dynamique de frustration grandissante et aussi les rencontres. Je pense qu'on peut pas mettre de côté les rencontres, c'est-à-dire que il y a une personne qui a joué un rôle essentiel dans ma vie que j'ai rencontrée à la fin de mes études. C'était pas un hasard et pour le coup, je pense que ça a été la première personne que j'ai rencontrée et qui aimait vraiment son boulot. Donc ça a ouvert finalement la porte de c'est possible au boulot de s'épanouir, c'est possible au boulot de rentrer chez soi et d'avoir la patate et d'avoir la pêche. Et ça, mine de rien, les rencontres que vous faites, c'est pas anodin. Moi personnellement, je crois pas du tout aux coïncidences. Les rencontres que vous faites, dans tous les cas, ça vous ouvre des portes sur des possibilités d'aide, sur des possibilités de faire, etc. Et pour le coup, ça a été complètement le cas pour moi. Il y a eu cette personne qui m'a ouvert la porte de « au boulot, on peut s'épanouir ». Et puis, il y a eu une autre personne aussi, qui est une amie très chère, qui, à la fin de ses études, s'est lancée directement dans l'entrepreneuriat. Et moi, j'étais dans la croyance que on ne pouvait pas se lancer parce qu'on est trop jeune, parce qu'on n'a pas l'expérience, etc.
Et au final, elle a lancé sa boîte très rapidement après ses études. Et aujourd'hui, ça cartonne. Et finalement, elle a ouvert cette porte en moi de, en fait, on peut complètement se lancer à son compte une fois qu'on a l'idée, une fois qu'on a un projet qui nous plaît. Et l'expérience, au final, on se la fait sur le tard. Donc finalement, ces rencontres mis bout à bout ont fait que j'ai décidé à un certain moment de franchir le pas et de tenter en fait l'expérience d'aller vers des choses qui me plaisaient vraiment. Donc j'ai fait le pas de me faire accompagner. Et ça n'a pas été facile pour moi parce que moi j'étais beaucoup dans de l'ego et dans des croyances de il faut toujours s'en sortir seul. Il faut toujours s'en sortir seul et du coup ça a mis un peu de temps, mais de fil en aiguille je me suis fait accompagner en fait par des personnes qui étaient complètement différentes, qui chacune m'ont ouvert des portes différentes et qui m'ont en fait appris à me connaître, parce que souvent en coaching finalement on a des gens qui viennent vers nous qui savent absolument ce qu'elles veulent plus, mais souvent ces personnes ne savent pas définir les contours de vraiment ce qui les anime et ce qui leur plaît. Et c'était exactement mon cas. C'est-à-dire que je savais pas du tout où aller. C'était le flou artistique pour moi, complètement. Et du coup, par des accompagnements différents, par des personnes différentes qui étaient formées à des outils différents, chacune m'a invitée à regarder des parts de moi. Et pour le coup, au fur et à mesure du process, vous commencez à mettre le doigt sur justement des choses qui vous donnent de l'énergie, des choses qui vous font vous donner l'envie de vous lever le matin. Et c'est vraiment un process d'exploration de soi-même, et tout par-delà. De toute façon, tout par-delà de qui vous êtes, de ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui vous anime, vos ressources, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, qu'est-ce qui a peur en vous, etc. Tout par-delà. Et en fait, tout convergeait vers ces métiers de l'accompagnement, tout convergeait vers ces métiers de l'humain. Et finalement, en fait, ça m'a donné des confirmations que je pensais avoir au fond de moi. Ça m'a donné des réelles confirmations sur ce qui me plaisait vraiment. Et après, une fois que vous avez les confirmations, soit vous y allez, soit vous y allez pas. Tout simplement. C'est juste ça. Donc j'ai décidé de y aller. Je me suis fait une liste de tous les métiers qui étaient susceptibles de me plaire. Et il y en avait un, je pense, qui m'appelait beaucoup plus que les autres. C'était le coaching, pour le coup. Et j'ai décidé de me faire confiance et d'y aller, pour le coup. Et pour le coup, me former au coaching m'a aussi beaucoup aidé à m'explorer davantage. Donc ça a été vraiment des pierres mis bout à bout. Et puis après, je me suis formée en hypnose, etc. Je me suis formée à d'autres outils. Et aujourd'hui, je fais ma sauce finalement. Et voilà, aujourd'hui, je m'éclate. Donc qu'est-ce qui a été le déclencheur ? En fait, il n'y a pas vraiment eu un déclencheur. Il y a eu vraiment une succession de rencontres, une succession d'événements. Et voilà, pour se réveiller à soi. Parce que pour le coup, je pense que dans ma vie, au début, j'étais complètement éteinte. Donc il y a eu cet éveil en fait, cet éveil de vivre pleinement tout ce qu'on est. Ça a été vraiment ça. Autre question. Est-ce que je la prends là ou est-ce que je la prends là ? Et n'hésitez pas à m'en envoyer. Je vais la prendre là. Qu'est-ce qui m'a aidé à passer à l'action lorsque je me suis mise à mon compte ? Qu'est-ce qui m'a... Alors, du coup, je te réponds directement, Jérémy. En quelle année j'ai débuté mon activité de coach ? Je l'ai débuté en début d'année dernière. Tout simplement. Et qu'est-ce qui m'a aidé à passer à l'action lorsque je me suis mise à mon compte ? Alors, le passage à l'action, je crois que c'est la question qui revient peut-être le plus, que ce soit en coaching ou même en message. Qu'est-ce qui aide à passer à l'action ? En fait, il y a plein de choses qui aident à passer à l'action, mais je pense que vraiment la chose majeure qui est absolument essentielle, c'est vraiment vous connecter à quelque chose qui vous motive. Mais qui vous motive de l'intérieur, hein, pas qui vous motive de l'extérieur. Donc c'est vraiment apprendre à vous connaître et à mettre le doigt sur vraiment ce qui vous procure les poils, quoi, ce qui vous procure la sensation d'être vivant, la sensation d'être plein d'énergie. Vous savez, ces moments où vous ne voyez pas passer le temps,
Mais en fait, quand vous êtes connecté à des objectifs qui sont en lien à ça, en fait, à ce qui est important, mais vraiment connecté à vos valeurs les plus profondes. Ça, on parle vraiment de cœur et d'émotionnel. Quand vous êtes connecté à ça, je peux vous dire que le passage à l'action, il n'a rien à voir. Parce que votre motivation, en fait, elle vient de l'intérieur, elle ne vient pas de l'extérieur. Évidemment, vous pouvez utiliser des sources extérieures de motivation. Mais quand vous êtes connecté à quelque chose qui vous... Vraiment, cette espèce de flamme de vie, mais je peux vous dire que le passage à l'action, ça coule en fait. Ça coule, c'est beaucoup plus simple. Ça veut pas dire que tous les jours c'est pump it up, hein, mais c'est beaucoup plus simple de passer à l'action quand vous êtes connecté à plus grand vous. En dev perso, on dit beaucoup ce grand pourquoi. On dit beaucoup c'est quoi ton grand pourquoi. Bah, finalement, ça revient au même. C'est qu'est-ce qui a du sens profondément, qu'est-ce qui te fait te sentir contribuer, qu'est-ce qui te donne de l'énergie profondément. Mais en fait, c'est ça. Exactement ça. Un objectif vraiment qui vous parle, mais au plus profond de vos tripes. Hein. C'est pas là, c'est vraiment ici. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Aussi un objectif clair, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends mon exemple, moi, je voulais me reconvertir dans l'humain, mais en fait, c'est pas un projet, ça. L'accompagnement, même ça, c'est pas un projet. C'est pas assez clair quand vous poursuivez des objectifs qui sont flous, qui n'ont pas vraiment de contours, qui n'ont pas vraiment de forme. En fait, le risque, entre guillemets, c'est de vous fatiguer. En fait, c'est de vous éparpiller et de faire des actions, mais un peu dans le vent. C'est de perdre du temps, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait beaucoup en accompagnement. On va aller finalement démêler la pelote et dire vraiment, mais qu'est-ce que tu as envie concrètement ? Parce que se reconvertir dans l'humain, mais ça veut tout et rien dire. Donc vraiment partir avec un objectif clair et tout en vous disant que cet objectif, et ça c'est important, cet objectif il peut changer. C'est-à-dire que parfois on part bille en tête et on se dit ok, ce sera ça le projet, ce sera ça l'objectif, mais finalement on est dans une posture qui est telle qu'on ne voit pas tout ce qui peut se passer autour et on se ferme aux rencontres, on se ferme aux opportunités. Sauf que la vie, c'est quoi ? C'est on prend un chemin, et puis à un moment, on en prend un autre, et puis on en prend un autre, et puis des fois, on rebrousse chemin, et puis on en prend un autre. En fait, c'est que ça. Donc, vraiment l'important de garder cette posture d'ouverture, mais vraiment cette posture d'ouverture que pendant votre chemin, pendant votre processus de réalisation de projet, etc., en fait, vous pouvez totalement shifter sur un objectif qui n'a rien à voir mais qui sera potentiellement en fait beaucoup plus épanouissant pour vous. Donc c'est vraiment rester dans cette ouverture de je vais là mais je peux très bien shifter là, puis shifter là, puis shifter là. C'est que ça la vie. Donc ouais, restez vraiment ouvert sur vos possibilités d'aller ailleurs parce que de toute façon tout change et rien n'est acquis. Tout est intemporel, donc ouais, je dirais ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi sur le passage à l'action ? Souvent, ce qui bloque dans le passage à l'action, c'est le fait d'avoir peur de vivre des émotions. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple avec ce live, vous pourriez vous dire mais je vais pas le faire parce que j'ai peur de vivre de la peur. Parce que j'ai peur de bafouiller, parce que j'ai peur d'avoir honte ou j'en sais rien. Souvent, quand on passe pas à l'action, c'est justement qu'on anticipe une émotion et on se dit j'ai pas envie de vivre ça parce que cette émotion, elle est inconfortable. Mais du coup, quand vous apprenez finalement à vivre différemment vos émotions, en fait, il y a tout qui change. Il y a tout, absolument tout qui change parce que justement, vous redevenez souverain de ce qui se passe émotionnellement en vous et vous ne voyez plus finalement vos émotions comme des ennemis à abattre. Et c'est ça, English please, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de parler en anglais parce que je pense que la plupart des gens ici ne sont pas anglais. Donc, I'm sorry, but I can't. Bref, donc vraiment ne plus voir vos émotions comme des ennemis à abattre, et ça s'apprend. Vraiment ce côté
intelligence en fait émotionnelle, c'est quelque chose qui s'apprend, et une fois justement que vous arrivez à mettre de la conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, en fait le passage à l'action il est beaucoup plus fluide et beaucoup plus épanouissant, il se fait de façon beaucoup plus facile. Donc je dirais ça, et également, mais ça c'est lié avec la gestion des émotions, c'est vraiment de reprendre le pouvoir sur vos pensées. Parce que qui dit passage à l'action, une action elle est toujours déclenchée par une émotion. Parce que l'émotion déjà de façon étymologique c'est quelque chose qui vous met en mouvement. L'émotion elle est faite pour vous mettre en mouvement. S'il n'y a pas d'émotion, vous ne bougerez pas de toute façon. Et l'émotion elle est déclenchée par quoi en fait? Je suis désolée mais ça va être compliqué de parler en anglais. L'émotion en fait elle est déclenchée par quoi? Elle est déclenchée par nos pensées. Donc c'est sûr que si toute la journée on se raconte on a un discours interne qui est dégueulasse et qu'on se raconte que des choses qui nous rabaissent, que des choses qui nous humilient, que des choses qui nous font nous sentir juste mal, en termes d'émotion forcément ça va être bas, et du coup en termes d'action ce sera également zéro quoi. Donc en fait en reprenant le pouvoir sur vos pensées, vous reprenez le pouvoir sur vos émotions et vous reprenez le pouvoir sur vos actions. Et tout ça se fait vraiment en conscience. Donc pour passer plus facilement en action, c'est vraiment essentiel de faire un travail de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Vraiment de conscience de ce qui se passe, de comment vous vous parlez au quotidien. Quelle est la relation que vous entretenez avec vous-même et quel est votre discours interne. Vraiment, quel est votre discours interne, ça c'est essentiel. J'ai vu que Nancy était là et du coup je vais prendre une question que tu m'avais posée parce que je m'en suis souvenue, une question que tu m'avais posée en story. C'était si je devais résumer mon année 2021 et 2022. Je vais pas y passer. Oui, non, mais de toute façon, t'inquiète pas, le live il a commencé il y a pas si longtemps que ça, donc il n'y a pas de souci. Donc mon année 2021, je vais pas vous raconter ma vie, on va passer rapidement sur cette question, mais juste du coup pour y répondre, grosse année d'introspection et de déconstruction. Vous savez, des fois il y a des années où vraiment il y a tout qui passe, c'est la loi des séries, il y a tout qui se pète la gueule, et vraiment de façon, mais c'est magistral quoi, sur tous les domaines. Et 2021 ça a vraiment été ça a été la déconstruction totale, c'est-à-dire que 2020, le château était un petit peu en train de s'effriter. Et puis 2021, alors là, il y a tout qui s'est cassé la gueule. Et puis sur tous les domaines, personnel, donc sentimental, social, familial, professionnel, la santé aussi. Enfin, ça a été le cataclysme 2021. Donc grosse année de challenge, vraiment très très grosse année de challenge, mais en fait qui dit année de challenge, et ça vous pourrez peut-être me le confirmer, dit année de grand apprentissage. Parce que finalement en fait les années où vous êtes vraiment dans la tempête, que vous êtes vraiment dans le caca, mais c'est les années où vous apprenez le plus en fait. Et donc je pense que année de profonde déconstruction, mais du coup année d'apprentissage énorme et d'opportunités. C'est mon année. Et justement, je vais en parler de 2022. 2021, donc grosse année d'opportunités pour faire le point et pour aller vers des choses qui nous correspondent mieux. C'est toujours pareil, quand vous vivez des merdes, dites-vous que quoi qu'il arrive, c'est comme si votre boussole elle était en train de se réorienter vers des choses qui seront plus sympas pour vous, vers des choses qui seront plus satisfaisantes. Et 2022, écoutez, je dirais que c'est la suite logique en fait de l'année de 2021, c'est-à-dire que 2021, il y a la peau qui s'enlève et du coup il y a la mue du serpent, et c'est un processus qui est pas très agréable. Et 2022, en fait c'est la libération, parce que la peau elle est dégagée et vous vous sentez, mais il y a pas de mots. Ah, ça c'est Nassim, coucou. Est-ce que tu penses... Ah tiens, c'est intéressant. Alors attends,
2020-2021, grave chaud, reconstruction de pétage de croyances, et 2022, on kiffe. Ouais, 2022, on kiffe, on est bien d'accord. Alors, est-ce que tu penses qu'un excès de développement personnel peut dériver vers l'égocentrisme ? Alors, de toute façon, je crois que c'est Bouddha qui disait la dose, c'est le poison. Donc, de toute façon, je pense, mais après, évidemment, ça c'est ma vérité, je pense que de toute façon, tout excès amène des dérives. La dose, c'est le poison, c'est ça. C'est plus tu vas doser, plus tu vas aller vers des choses qui vont être, par définition, excessives. Et en fait, beaucoup de personnes pensent qu'effectivement, le développement personnel, c'est une pensée qu'à soi. Ça peut être une forme, là tu dis égocentrisme. Et je peux comprendre qu'on pense ça, sauf que pour être du coup dans ce milieu-là, j'ai envie de te dire que non. Mais c'est ma vérité, évidemment. Parce que qui dit développement personnel dit je prends ce chemin vers moi, j'apprends à me connaître, j'apprends à voir ce qui se joue en moi sur tous les domaines, j'apprends à voir mes schémas, à voir mes modes de fonctionnement, mes modes de pensée, etc. Et du coup à me reconnecter à moi profondément. Mais qui dit me reconnecter à moi dit changer complètement ma relation avec les autres. Enfin, en tout cas, moi c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Quand tu commences vraiment à te connaître, sachant que c'est un chemin, on ne se connaît jamais vraiment profondément et il y a toujours des zones d'exploration si tu veux. Mais quand tu commences à vraiment établir une relation de complicité avec toi-même, en fait tes relations autour elles changent. Donc pour moi c'est l'inverse de l'égocentrisme, l'inverse de l'égoïsme. C'est au contraire un chemin que tu prends vers toi mais pour justement fluidifier le chemin vers les autres. Ta communication, elle n'est pas du tout la même quand finalement tu te mets au centre de toi-même, c'est-à-dire que tu te fais vivre pleinement le meilleur, mais du coup en te faisant vivre pleinement le meilleur, mais tu es crème autour de toi et tu deviens vraiment un cadeau pour les autres et t'illumines et finalement en t'autorisant beaucoup de choses, t'autorises aussi autour de toi les gens sur leur chemin. Donc pour moi, non, je dirais pas ça. À très vite, Nancy, il n'y a pas de problème. Pour moi, ce serait l'inverse. Vraiment, plus tu apprends à te connaître, plus ta relation aux autres, elle est complètement transformée. Et étant donné que tu es beaucoup plus en paix et en amour avec toi-même, en fait, tu vis beaucoup plus l'amour avec les autres. Vraiment, c'est vraiment transformateur. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc voilà, 2022, grande libération. Et en parlant de liberté, Google m'aide. Bonne chance. Hein. En parlant de liberté, du coup, je suis en train de créer un programme justement sur tout ça. En fait, sur tout ce qui m'a aidé, mais vraiment profondément, à devenir souveraine, vraiment à devenir souveraine, que ce soit au niveau des pensées, donc vraiment souveraineté mentale, souveraineté émotionnelle et souveraineté physique, souveraineté avec le corps, parce que je sais pas vous, mais en tant que bonne élève du système éducatif français, j'étais beaucoup trop dans ma tête et c'est bien de comprendre, c'est bien de comprendre les choses, d'analyser. Effectivement, il y a énormément de richesse là-dedans, mais bien répondu, merci. Mais on est beaucoup trop dans notre tête en France. Et ça, pour avoir vécu au Canada, je peux vous dire qu'il y a une différence, mais majeure. On n'est pas du tout dans notre corps, du tout. Et le fait de se réapproprier son corps, pour moi, ça a été vraiment une découverte. Hein. Pour le coup, ça a été une découverte. Et quand vous réappropriez votre corps, vous prenez du plaisir en fait à passer à l'action. Vous vous sentez mais juste bien plus confiant et serein au quotidien. Et justement, on parlait de connexion avec soi-même. Vous développez justement une connexion de profonde intimité avec vous-même. Vous avez beaucoup plus de facilité en fait à aller vers des choses qui vous plaisent parce que finalement, vous entendez beaucoup plus votre corps parler. Donc c'est vraiment ce côté ressentir plutôt que comprendre. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une révélation dans ma vie. Hein. J'étais complètement déconnectée de mon corps, mais alors à un point, si vous saviez. Et aujourd'hui, tout change avec ça. Donc avec plaisir.
je vais passer à une autre question. Parce que sinon on va y être pour longtemps et moi j'ai une forte tendance à parler. Je parle beaucoup. quand vous me lancez, c'est difficile de m'arrêter. Alors, qu'est-ce que je prends ? Je vais prendre une question ici. Ah, c'est une question que je trouvais intéressante, qui n'est pas vraiment dev perso. C'est les questions que tu préfères. Vous savez, les questions en soirée qu'on aime bien se poser quand on a un petit peu chill, un peu d'alcool dans le sang. Tu préfères. Alors, si tu avais des pouvoirs magiques sur le temps, est-ce que tu préférerais avoir une option retour en arrière ou une option pause ? C'est pas facile. Dites-moi ce que vous en pensez. Une option retour en arrière, une option pause. Une option retour en arrière. Est-ce que je préférerais retourner en arrière ou est-ce que je préférerais faire pause ? Eh bien, pour tout vous dire, c'est pas facile. Je pense pas retour en arrière. Je ne comprends rien, mais c'est gentil. Thank you. Ouais, retour en arrière, je pense pas que ce serait une bonne idée parce que on aurait beaucoup trop tendance en fait à y aller trop de fois. En fait, je pense qu'on développerait une sorte d'obésité à vouloir retourner en arrière et à vouloir justement changer le passé, mais vraiment à foison. Et ce qui fait qu'on est nous aujourd'hui, c'est justement notre passé, c'est justement le fait que notre passé des fois a été douloureux. Enfin, faut aussi se le dire, on apprend aussi de ces moments qui sont relous et qui sont émotionnellement très challengeants. Donc si on allait changer le passé pour essayer d'aller créer une version parfaite du passé, je pense que déjà on n'y arriverait pas et je pense que du coup on se trahirait quelque part. Donc retour en arrière non. Et option pause, je dirais que non aussi. La meuf chiante qui veut pas choisir entre les deux, vous voyez, c'est tu préfères, bah ni l'un ni l'autre. Option pause, j'ai pas forcément d'envie d'avoir ça parce que en fait je pense que ça dénaturerait les moments que vous vivez. Parce qu'au final l'intensité que vous vivez, finalement elle est liée aussi au fait que vous avez une date de péremption et que le temps passe et le temps justement a ce côté volatile et ce côté insaisissable. Donc si vous mettez une option pause sur les choses, en fait ça dénature totalement ce que vous vivez et ça enlève quelque part la magie du moment. Donc votre question elle est bien sympa. Le moins pire ce serait l'option pause. On va partir sur l'option pause. Voilà. Question suivante, on va la prendre ici. N'hésitez pas à me poser des questions. Quels sont les livres qui m'ont le plus inspiré ? Alors j'aime beaucoup cette question parce que j'aime beaucoup la lecture. Quels sont les livres qui m'ont le plus inspiré ? J'ai pas réfléchi. Alors du coup Nassim, je te répondrai juste après. Les livres qui m'ont le plus inspiré, alors je vais pas vous citer les livres de dev perso que tout le monde cite, du style Eckhart Tolle, Pouvoir du moment présent, tout ça. Ou Tony Robbins, etc. Même si évidemment il y a beaucoup de valeur dans ces bouquins. Pour ma part, les livres qui me provoquent vraiment de l'émotion, c'est les livres où il y a une histoire. C'est les livres où il y a quelque chose qui est raconté et qui me fait sortir de mon monde. Moi j'adore la SF, j'adore les trucs d'aventure et tout, ça me fait kiffer. Donc en fait les livres, on va dire un peu quand même en relation avec le dev perso qui m'ont le plus inspiré et m'ont peut-être le plus aidé, j'aurais envie de vous dire les contes philosophiques en fait. Moi je suis très très conte philosophique et deux bouquins qui m'ont marqué, vraiment marqué et que je trouve fantastiques, mais en plus ils sont tout courts, ils sont vraiment courts, mais emplis de sagesse, emplis de l'essentiel vraiment. Je dirais Le Petit Prince. Désolée, je sais pas si vous entendez les klaxons. Le Petit Prince de Saint-Exupéry et L'Alchimiste de Coelho, qui sont mes deux bouquins d'une richesse. Si vous n'avez pas lu ces bouquins, lisez-les, il n'y a pas d'excuses. Ils font quoi ? En une soirée, vous pouvez les torcher.
Ils sont mais d'une richesse, c'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Can you please tell me the topic in English? It's about book. Mais je vais pas commencer à parler anglais, ça va être compliqué. Du coup, Nassim, tu devrais venir et parler anglais. Donc ouais, les bouquins qui m'ont vraiment inspirée, je dirais ces deux-là, parce que d'une puissance, mais vraiment d'une puissance phénoménale, et à chaque fois que je les ai lus, alors le deuxième, l'Alchimie, je l'ai lu que 2 fois, mais le premier, Saint-Exupéry, je l'ai lu une dizaine de fois, à chaque fois à des âges différents, et je peux vous dire qu'à chaque fois, j'en retirais des choses différentes. À chaque fois, il y avait une lecture qui était complètement différente, et je pense que c'est ça vraiment le pouvoir de certains bouquins, le pouvoir de certains films, c'est que vous les regardez, vous voyez des choses différentes et ça éveille des choses différentes en vous. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi de plus, pour ma part, mais ça c'est vraiment encore une fois ma vérité, je pense que c'est beaucoup plus aidant et utile de lire un bouquin, parce qu'on a une forte tendance, surtout dans notre société, à aller voir de partout parce qu'on est juste inondé d'informations. Mais je pense que c'est beaucoup plus aidant et utile d'aller lire une fois un bouquin et de vraiment en retirer la substance, quoi, plutôt que de s'éparpiller et d'aller vraiment de partout. Parce que finalement, à la première lecture, vous êtes en mode découverte. En fait, quand vous lisez la première fois, que ce soit, je sais pas, un cours quand vous êtes à la fac, un bouquin, ou quand vous lisez, je sais pas, un texte X ou Y, la première lecture, en général, c'est une lecture de découverte. En général, la deuxième lecture, c'est une lecture de compréhension. C'est-à-dire que là, vous commencez à analyser l'idée, le raisonnement, le truc. Et la troisième lecture, à partir de la troisième lecture, pour moi, ça devient une lecture justement d'intégration. Là, vous commencez à passer de là à là. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que, on va dire que le problème d'aujourd'hui, mais la tendance qu'on a aujourd'hui, c'est d'aller vraiment de partout et au final de n'en retirer absolument rien. Sauf que c'est dommage. Et je pense que c'est comme dans les outils de dev perso, c'est comme dans tout. Quand vous allez vraiment dans un sujet et le creuser, là vous pourrez vraiment en retirer des choses. Alors que si vous allez dans plein de trucs, et quand je dis ça, je parle vraiment en connaissance de cause parce que j'ai cette tendance, cette curiosité justement à aller partout. Quand vous allez de partout, bah, vous intégrez pas de la même façon. Donc voilà, les bouquins que je pourrais vous conseiller. Alors vas-y, je reprends ta question. As-tu des regrets ou ne crois-tu pas aux regrets ? Eh bien, je n'ai pas de regrets. Personnellement, je n'ai pas de regrets parce que, en fait, je pense que j'arrive à voir en tout ce que j'ai vécu, mais vraiment, même dans les choses les plus douloureuses, j'arrive vraiment à y voir des cadeaux. Et c'est pour ça, je pense que j'ai pas de regrets, c'est-à-dire que c'est vraiment une question de perception. Pour moi, le regret, c'est que lié à de la perception. C'est comment tu vois ton passé, comment tu vois ce que tu as vécu, comment tu vois ce qui s'est passé en toi. Les regrets, ils peuvent pas exister quand justement tu arrives finalement à faire 2 pas de côté et à en retirer finalement la richesse de potentiellement ces moments de douleur. En fait, quand tu arrives à voir, et c'est le principe du yin et yang, quand tu arrives à voir le blanc dans le noir, pour moi, là, tu es justement dans cette souveraineté du mental. Donc non, j'ai pas de regrets et je suis bien contente parce que les regrets, c'est quand même... ça bouffe de l'intérieur, pour le coup. Question suivante, et merci pour ta question du coup. Alors ça, c'est une question qui est revenue beaucoup. Je m'y attendais pas. Comment faire pour gérer la critique ? Ça, c'est une question qui est revenue beaucoup. Je prends juste une gorgée avant. Comment faire pour gérer la critique ? C'est pas une question simple. Alors du coup, je vais vous livrer ma vérité. Déjà en vous disant que les gens n'ont absolument aucun accès à qui vous êtes. Les gens, déjà, se connaître soi-même, c'est tout un truc, mais alors que l'autre vous connaisse et mettre une critique sur qui vous êtes, là, c'est vraiment c'est un délire, ça, c'est pas possible. Les gens n'ont aucun accès à qui vous êtes véritablement. Les gens ne vous connaissent pas. Bonne nuit, je comprends rien en français. Good night. I'm sorry.
Les gens n'ont absolument aucun accès à qui vous êtes et en fait ils vous voient à travers le prisme de leurs croyances, ils vous voient à travers le prisme de leurs expériences, ils vous voient à travers le prisme de leur enfance, ils vous voient à travers le prisme de leurs émotions. En fait les gens ne vous voient pas, il y a la personne, vous, et puis entre les deux il y a tout un truc tout un process qui existe et c'est comme si on était finalement des figurants dans la vie des autres. On n'a pas vraiment accès à l'autre. Et vraiment ça c'est un truc mais fondamental si vous voulez ne pas justement souffrir de ces critiques, c'est ne laisser jamais les autres, mais jamais les autres déterminer votre valeur. Ça c'est la base. Ne jamais mettre ce pouvoir dans les mains des autres. Jamais. Ça c'est non négociable. Non négociable, ne laissez jamais les autres s'approprier ça. Et vous dire aussi que les gens, en fait, ils vous jugent pas vous. Les gens, ils vous jugent pas vous. En fait, ils vous prennent comme vecteur, ils vous prennent comme prétexte pour projeter, en fait, leur propre douleur, leurs propres limites, leurs propres zones où ils sont pas OK avec eux-mêmes. En fait, souvent, la plupart du temps, ce qu'on n'aime pas à l'extérieur, c'est le reflet de part de nous qu'on n'accepte pas. C'est comme ça. Ce que je vais critiquer chez l'autre, c'est que l'autre en fait a réveillé en moi des parts de moi avec lesquelles je suis pas OK, avec lesquelles je suis pas en paix. Tout simplement, c'est que l'autre, à travers vous, il vous rejette pas vous, en fait il se rejette lui-même. Et c'est juste que vous avez réveillé des choses en lui avec lesquelles ils sont pas OK. Donc vraiment vous dire ça et vous dire aussi que si ça vous touche, les critiques, si ça vous touche, en fait, c'est que vous avez quelque chose à aller travailler. Une critique, un jugement, une opinion, un avis qui vous touche, l'effet miroir. Mais en fait, c'est exactement ça. Si quelque chose vous touche, c'est que ça renvoie à une partie de vous avec laquelle vous n'êtes pas OK. Tout simplement. Ça vous renvoie à une partie de vous avec laquelle vous n'êtes pas en amour, avec laquelle vous êtes en résistance. Donc finalement, en fait, la critique, au lieu de voir ça comme un truc lourd, comme un truc pourri, vraiment, au lieu de voir ça dans une dynamique où vous rabaissez, au bout d'un moment, c'est usant les critiques. Mais en fait, ça dépend comment tu les vois. Parce que la critique, je vous inviterais vraiment à la voir comme un outil de développement personnel. La critique, c'est qui vous fait mal, hein, parce qu'il y a des critiques où ça passe, vous en foutez total, il n'y a pas de problème. Mais la critique, l'avis qui vous fait mal, c'est un outil de développement personnel qui va pointer en fait ce que vous rejetez chez vous. Tout simplement. Ça vous pointe les endroits qu'il y a à apaiser chez vous. En fait, c'est une opportunité quelque part, la critique, pour justement vous aimer pleinement dans tout ce que vous êtes. Les personnes qui vous critiquent, en fait, c'est des personnes qui vous apprennent à vous aimer pleinement dans tout ce que vous êtes. Tout simplement. Et il y a une citation que j'aime bien, que je trouve très très parlante, de Eleanor Roosevelt, qui disait c'est personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Tout simplement. Je pense que ça résume tout. Vous avez le pouvoir en fait par rapport à ça, tout simplement. Reprenez ce pouvoir. La critique qui vous fait mal, c'est entre vous et vous. La personne, elle est juste un révélateur de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais vous avez le pouvoir en fait d'aller justement voir cette part de vous et d'aller en fait libérer ce qu'il y a à libérer. Et ça, c'est complètement possible. Pour le coup. Ça montre nos défauts. Je suis pas forcément d'accord avec ça. En fait, je crois. Ah, c'est un débat. Je pense qu'on va y passer la soirée si je me lance là-dessus. En fait, nos défauts, on peut les voir comme des qualités, et nos qualités, on peut les voir comme des défauts. Vraiment, encore une fois, c'est une question de perception. Si tu dis que quelqu'un est égoïste, si tu traites quelqu'un d'égoïste, donc pour toi, ce sera un défaut, mais moi, je peux très bien dire, mais en fait, c'est quelqu'un qui pense à lui, c'est quelqu'un qui se met au centre de sa vie. En quoi c'est mal ? Donc, si tu veux, nos défauts, pour moi, j'y crois pas, c'est vraiment, encore une fois, une question de perception.
les défauts de nos qualités, les qualités de nos défauts. Voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais dire sur la critique ? Voilà, vraiment voyez ça comme une opportunité de vous découvrir d'autant plus et une opportunité en fait de faire la paix avec ces parties de vous que potentiellement vous rejetez et qui vous font mal, tout simplement. Je pense que je vais peut-être répondre à peut-être une ou deux questions de plus, mais après je ferai peut-être un autre live parce que sinon ça risque de durer bien longtemps. Alors on m'a posé la question quels sont tes secrets pour avoir confiance en toi ? Alors là, ça c'est pareil. C'est la question qui revient tout le temps. La confiance en soi. Comment faire pour avoir confiance en soi ? Et quand je dis ça, il n'y a aucun jugement. Hein. Oh, c'est gentil, c'est tellement instructif ton live, merci beaucoup. Comment faire pour avoir confiance en soi ? J'ai pas préparé. Hein. Bon, je vais boire une gorgée avant. La confiance en soi, c'est vraiment je pense que c'est vraiment un des points vraiment essentiels. On y revient tout le temps. Eh bien, je vais vous décevoir. Parce que, en fait, il n'y a pas de secret pour avoir confiance en soi. Tout simplement. Il n'y a pas de secret. Tout ce que je vais vous dire là, vous pouvez le trouver de n'importe quelle façon. Comment remédier à la procrastination ? J'y répondrai après. Il n'y a pas de secret pour avoir confiance en soi, et j'ai même envie de vous dire qu'en fait, avoir confiance en soi, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, avoir confiance en soi. Pourquoi ? Parce que la confiance en soi, merci Laurine, tes partages sont complémentaires avec la formation de Nathalie que je suis actuellement. Bah, c'est adorable, merci Anouchka. Merci beaucoup. Pourquoi ça veut rien dire avoir confiance en soi ? Parce que la confiance en soi, en fait, elle est contextuelle. Je m'explique. Si vous me demandez, en plus il y a Jérémy, si vous me demandez demain d'aller faire du pain à la boulangerie du coin pour nourrir les 500 habitants du village d'à côté, je vais pas avoir confiance en moi, forcément, parce que je sais pas faire. Moi, aller faire du pain dans une boulangerie, en plus si je suis pas assistée un minimum, je saurais pas faire, donc j'aurais pas confiance en moi. Par contre, si vous me demandez demain d'aller faire passer un entretien d'embauche à quelqu'un, ça, oui, ça complètement, je peux le faire, je l'ai fait pendant des années. Si vous me demandez d'aller accompagner quelqu'un dans son projet professionnel, pareil, j'aurai confiance parce que je sais faire, c'est du connu. Donc en fait, la confiance en soi, c'est pas on-off, c'est pas un truc que j'ai ou j'ai pas. Ça n'existe pas, ça. En fait, la confiance en soi, c'est justement quelque chose qui se développe. C'est comme un muscle, en fait, qu'on travaille. C'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure que je passe de l'inconnu au connu. Mais comment je fais pour passer de l'inconnu au connu ? Comment je fais pour faire le pain de tous ces gens à côté ? Ben, il faut que j'aille le faire, en fait, tout simplement. Donc si je ne passe pas à l'action, si j'y vais pas, si je me mouille pas un peu les fesses, mais je pourrais pas la développer, en fait, cette confiance. Donc, en fait, la confiance en soi, c'est pas genre une personne là, une autre là pas, c'est pas on-off, c'est pas un truc qu'on a ou on n'a pas. C'est un truc qu'on développe avec le temps, tout simplement. Par contre, et moi je fais une différence entre les deux, je fais une différence entre avoir confiance en soi et se faire confiance dans le processus. C'est-à-dire que qu'est-ce que veut dire me faire confiance ? C'est-à-dire, je vais compter sur moi, quoi qu'il arrive. C'est dans le processus de, je sais pas, aller faire du pain, parce que cet exemple... bonne soirée. Merci beaucoup Alexandre. C'est des petites actions qui font gonfler la confiance. C'est exactement ça. En fait, si vous voulez, dans ce processus de passage à l'action, de justement, de passage de l'inconnu au connu, je peux me faire confiance dans le sens où je conclus une sorte de contrat avec moi, une sorte de pacte où je m'accompagne en fait. Je compte sur moi, je suis là pour moi, c'est que je développe en fait une connexion avec moi dans laquelle justement je me fais confiance. C'est comme si j'étais mon propre enfant. C'est comme si j'étais vraiment ma propre personne ressource, comme s'il y avait une personne à l'intérieur de moi
que j'accompagnais. Donc dans le processus, je me fais confiance que quoi qu'il arrive, malgré les épreuves, malgré les événements qui seront challengeants, je serai là pour moi. Quoi qu'il arrive, je suis personne numéro 1 ressource pour moi. Tout simplement. Donc vous voyez, je fais vraiment la différence entre les deux. Et pour moi, cette confiance, justement, cette relation qu'on a avec nous-mêmes, pour moi, on l'a tous déjà. Contrairement à ce qu'on peut penser, mais ça, c'est ma vérité. Pour moi, on a tous déjà cette confiance. C'est juste qu'on croit à tout ce discours interne pourri où on se dit « je suis une grosse merde, je suis incompétent, je suis pas intelligent, j'y arriverai jamais. En fait, j'ai juste qu'à me pendre et à me tirer une balle. » Tout cette espèce de dialogue interne pourri, en fait, c'est comme un voile de fumée, c'est comme un voile de pensée qui justement nous déconnecte de cette confiance qui existe déjà à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment, comme je le disais au tout début de ce live, reprendre le pouvoir sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, en fait, sur votre discours interne. C'est vraiment cette souveraineté mentale que vous développez au fur et à mesure que vous prenez conscience des pensées en fait, qui émergent en vous régulièrement. Donc ça, c'est un processus qui se fait au fur et à mesure du temps et tout le monde en est capable. De toute façon, tout le monde en est capable. Donc, pour la confiance en soi, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'autre moyen que de vous bouger les fesses. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre moyen. La confiance en soi, et connaître ses limites aussi. Oui, complètement, Jérémy. La confiance en soi, c'est l'action. C'est l'action qui vous la créera, c'est l'action qui vous la nourrira. Et malheureusement, beaucoup de personnes, et moi y compris, je me mets dans l'eau, on a tendance à croire qu'il faut d'abord avoir confiance en soi pour aller se jeter dans le bain, mais en fait, non. Inverser les trucs. C'est justement en allant vous confronter à l'inconnu que vous développerez de la confiance. C'est pas dans le sens qu'on croit. Donc voilà, avoir confiance en soi et aussi évidemment accepter de vous planter, quoi. À un moment, accepter de vous planter. Quand vous allez dans des zones que vous connaissez pas, mais vous allez vous planter. Je suis désolée, mais vous allez vous planter forcément. Mais tout sera dans est-ce que vous vous plantez et vous victimisez et vous râlez et vous remettez tout sur l'extérieur, ou est-ce que vous vous plantez et vous vous relevez et là justement vous en retirez des choses. Mais dans tous les cas vous allez vous planter et j'ai envie de vous dire c'est comme ça qu'on apprend. Vous voyez, les Américains, ils n'ont pas du tout la même culture que vous, limite ils vous encouragent à vous planter parce que justement quand vous embauchez quelqu'un dans un pays anglo-saxon, vous regardez tous les plantages, et puis quand vous regardez tous les plantages, vous vous dites ok, cette personne elle a appris et elle sait. Et en fait c'est un plus là-bas. Ici, c'est un gros problème du système particulièrement français, système européen mais surtout en France. Aujourd'hui on voit l'échec comme juste la pire honte de la Terre. Mais non, plantez-vous. Moi je me plante tout le temps, mais comment dire, l'essence c'est qu'est-ce que j'en fais après. Donc voilà, acceptez de se planter. Acceptez de se planter. Et il y a une citation, juste pour conclure sur le thème de la confiance, il y a une citation de Bruce Lee que je trouve top, qui dit je ne crains pas l'homme qui a pratiqué une fois 10 000 coups. Ouais, je ne crains pas l'homme qui a pratiqué une fois 10 000 coups, mais celui qui a pratiqué 1000 fois le même coup. Donc en gros, pour vous simplifier, c'est comme si vous allez à la salle de sport et en une fois vous faites toutes les machines, ou vous y allez 40 000 fois et puis vous faites toujours la même machine. Mais en fait, c'est ça la confiance en soi. C'est une fois un truc et puis vous le répétez, et puis vous le répétez, et puis au bout d'un moment, c'est naturel, ça devient plaisant, vous le faites avec aisance. Et justement, il y a ce muscle qui se crée au fur et à mesure, quoi. Il n'y a pas d'échec, juste une leçon. Mais c'est ça en fait. Il faut vraiment redonner aux échecs leur lettre de gloire, parce que les échecs, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on comprend, qu'on apprend. Donc vraiment, ne pas avoir peur de ça. En fait, ça veut rien dire de vous. C'est ça, malheureusement, ce qu'on pense, c'est qu'un échec, ça veut dire qu'on vaut rien. Ça veut dire que... je sais pas, on est incompétent, on est intelligent, mais en fait absolument pas. C'est complètement fou. Comme au restaurant, toujours commander le même menu.
Toujours. Alors là, pour le coup, j'avais pas pensé à ça. Comme au restaurant. Après, le contexte est un peu différent pour le coup. Est-ce qu'au restaurant, quand tu commandes ton menu, tu veux développer de la confiance? Mais globalement, t'as compris la dynamique, quoi. Ton partage sur la lecture me touche beaucoup. J'ai souvent l'impression de lire beaucoup, mais de malheureusement retenir trop peu de mes lectures. En fait, c'est juste normal que mon cerveau n'intègre pas. Mais c'est ça. Mais exactement. C'est pas possible. En tout cas, moi, j'y crois pas. Hein, parce que, encore une fois, c'est mon vécu. Intégrer comme ça du premier coup, mais c'est pas possible. Il faut y retourner. En fait, il faut que votre corps il assimile le truc. Et en plus, il y a des lectures qui sont hautement demandeuses en termes je sais pas, de concentration, de matière, de matière cérébrale, parce que voilà, c'est des livres qui sont un peu hard à lire. Mais comment vous voulez les assimiler et les intégrer la première fois? C'est pas possible. En fait, il faut y retourner, y retourner, y retourner. Et au bout d'un moment, je peux vous dire que vous allez intégrer et assimiler, c'est sûr et certain. Alors, attends. Puis je vais pas tarder à vous laisser parce que sinon ça peut durer très longtemps. Comment remédier à la procrastination? Mais en fait, c'est un peu ce que j'ai dit au tout début. La procrastination, alors en fait il y a plusieurs choses. La procrastination, ça peut être soit le symptôme, c'est clair, merci, avec plaisir Anouchka. La procrastination, il y a plusieurs choses. Soit c'est le symptôme que t'es pas branché à la bonne prise, c'est-à-dire que souvent quand on procrastine, on pense qu'on est le problème. On pense que on est des glandeurs, on est des branleurs. Voilà, là pour le coup on se flagelle à l'intérieur. Mais souvent quand on procrastine, c'est qu'on n'est pas branché à quelque chose vraiment qui nous motive. Et moi pour le coup je le vois beaucoup en accompagnement, et même plus que pour l'autre raison que je vais vous dire après. La procrastination, c'est souvent parce que en fait on croit aller vers un objectif qui nous motive, sauf que on n'est pas branché à la bonne prise, ou on le fait pas de la bonne façon, ou en tout cas on le fait pas d'une façon qui va nous mettre justement dans une énergie motivante. C'est qu'on le fait pas à notre manière, si tu veux. Il y a des gens, par exemple, je sais pas, quand ils vont, je sais pas, imagine t'es commercial, tu vas faire de la prospection, mais en fait il y a 40 000 façons de faire de la prospection, tu vois. Tu peux aimer la prospection, donc ça peut être quelque chose qui te motive, mais par contre si tu le fais pas à ta façon, qui correspond à qui tu es en fait profondément, mais tu vas procrastiner. C'est que tu n'as pas trouvé en fait le bon canal pour faire ce que t'aimes. Donc après c'est se poser la question, comment je pourrais le faire d'une façon qui me permette d'être joyeuse, qui me permette d'être dans l'énergie, etc. Mais là, c'est à toi de te poser la question. Donc il y a ça. Il y a ce côté procrastination, c'est que je ne suis pas branchée à la bonne prise, ou je ne le fais pas de la façon qui moi, me met en mouvement. Mais il y a aussi la procrastination en fait, j'ai peur. C'est-à-dire que je ne passe pas à l'action parce que cet événement, je le vois comme un danger, je le vois comme un risque qui potentiellement va me faire vivre des émotions justement inconfortables, va me faire vivre de la peur, va me faire vivre de la honte, va me faire vivre de l'humiliation, etc. Donc ça vraiment c'est de la perception. C'est vous qui mettez derrière cet événement quelque chose de douloureux, quelque chose de souffrant. Sauf qu'en fait, et ça c'est pour le coup c'est la base vraiment en dev perso, il n'y a rien qui est connoté dans cette vie en fait. Il n'y a rien qui est connoté émotionnellement. C'est-à-dire que chaque événement que vous vivez, que tout ce que vous voyez, c'est neutre. Tout est neutre en fait autour de vous. C'est qu'est-ce que vous allez y mettre comme filtre derrière qui va faire que vous allez agir d'une certaine façon, vous allez éprouver une certaine émotion. C'est pas l'événement en soi qui pose problème en fait. C'est qu'est-ce que vous y mettez derrière. Est-ce que vous voyez cet événement comme une porte d'entrée, ou est-ce que vous le voyez comme une porte de sortie? Est-ce que vous le voyez comme quelque chose qui va vous mettre en danger, ou est-ce que vous le voyez comme quelque chose qui va vous apprendre? Et en fait, en fonction de ça, là, vous allez beaucoup plus facilement vous mettre en action. Tout simplement. C'est vraiment une question là et on en revient encore une fois à ça, de souveraineté mentale. C'est comment je perçois mon monde extérieur.
Est-ce que je le perçois comme une victime? Est-ce que je le perçois comme un danger, comme quelque chose d'hostile? Ou est-ce que je le perçois comme quelque chose d'apprenant qui est stimulant, qui va m'amener à des opportunités, qui va m'ouvrir des portes, tout simplement. C'est vraiment comment vous percevez les choses qui est fondamental. Et la procrastination, c'est ça. Enfin, souvent, c'est ces deux pôles, en fait, qui sont en jeu. Je dois partir, j'écouterai la fin en replay. Merci et bonne soirée. Bonne soirée à toi. De toute façon, je pense que je vais arrêter ce replay parce que sinon, je vais vous garder pendant toute la soirée, vu comment je parle. Le cerveau retient mieux les échecs que les réussites. Un enfant qui se brûle sur un poêle n'y retourne pas. Et effectivement, complètement, c'est ça. En fait, notre cerveau n'est pas là pour retenir... malheureusement, notre cerveau n'est pas fait en fait pour retenir le bon, le beau, même s'il le retient, mais c'est pas sur ça qu'il va mettre l'accent. Notre cerveau est fait pour nous garder en vie. Et qui dit nous garder en vie, c'est nous éloigner des dangers. Et qui dit nous éloigner des dangers, dit je vais mettre l'accent en gros sur tout ce qui va pas dans ma vie, en fait, ou sur tout ce que je pense qui va pas. Différence. Donc effectivement, votre cerveau, en fait, c'est pas une machine qui va vous aider à être heureux. Votre cerveau, c'est une machine qui va vous aider à aller le plus loin possible. Tout simplement. Donc effectivement, c'est ne pas tomber dans ce piège de voir tout le monde comme une hostilité. Et ça, pour le coup, ça demande une gymnastique mentale mais qui s'apprend, en fait, tout simplement. La procrastination serait éviter de se mettre en danger en défaut. Mais en fait, c'est ça. C'est ce que je disais sur la perception, c'est vous voyez l'événement comme potentiellement une source d'émotions inconfortables. Et l'être humain, il ne veut pas vivre des émotions inconfortables. Ce qu'on peut comprendre, bien sûr. Donc, effectivement, si vous voyez quelque chose comme un danger, ce sera beaucoup plus difficile pour vous de vous mettre en action. Mais là, c'est votre job, en fait, de tourner le truc. Et en coaching, on fait beaucoup de ce qu'on appelle du recadrage, c'est-à-dire qu'on va inviter la personne, au lieu de voir... je sais pas... Bon, là, j'ai juste un stylo. Au lieu de voir ce versant, en fait, de l'événement, et bien, finalement, de mettre la lumière sur tout ce que ça peut lui apporter, et de faire justement évoluer sa perception de cet événement qui, en soi, est juste complètement neutre. Ça, c'est complètement de la gymnastique mentale. Mais quand vous arrivez à faire de votre pensée un royaume et quand vous arrivez justement à faire cette gymnastique, il y a tout qui s'ouvre. Vraiment, il y a tout qui s'ouvre. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, sinon je vais partir dans tous les sens. Je pense que je referai un live. Et pour les personnes qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer. En fait, je trouve ça super intéressant de vous répondre en direct. Et on avait d'autres des questions, mais bon, je vais pas faire s'éterniser le truc. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Et ouais, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des choses à partager, des choses sur lesquelles vous voulez rebondir. Je pense que je ferai peut-être des lives sur des thématiques parce que j'ai l'impression qu'il y a des thématiques qui reviennent beaucoup et il y a des sujets qu'on peut approfondir encore. Donc voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à la prochaine, à très bientôt. Voilà, prenez grand soin de vous. Ciao.